Bon retour parmi nous, mesdames et messieurs. Nous reprenons cette 4e édition du Forum sur l'alimentation locale et durable dans les institutions publiques du Québec, avec la diffusion d'une capsule vidéo présentée par l'Association des producteurs maraîchers du Québec en collaboration avec le gouvernement du Québec et l'ITHQ. On se retrouve donc dans un peu moins de 8 minutes. Je vous invite à en profiter justement durant cette vidéo pour vous mettre en mode projection plein écran. Donc, c'est parti. Vidéo, s'il vous plaît. Je m'appelle Maude Dugan, je suis conseillère en approvisionnement local pour le Centre d'expertise de l'ITHQ. La Stratégie nationale d'achat d'aliments québécois, qu'on appelle la SNAC, c'est une directive gouvernementale mise en place par le MAPAQ qui vise justement à augmenter l'apport des achats d'aliments québécois dans les institutions publiques québécoises. Les secteurs priorisés par le MAPAQ, c'est l'éducation, l'enseignement supérieur et la santé et les services sociaux. Présentement, le besoin des institutions publiques, c'est d'avoir des légumes qui sont transformés. En ce moment, on observe beaucoup de surgelés importés d'ailleurs et on voudrait encourager les institutions à ce qu'ils achètent du pré-transformé frais du Québec. Je m'appelle Ariane Charon-Bigra. Je suis nutritionniste et spécialiste en activité clinique. Je travaille au niveau régional et un de mes mandats, c'est tout le dossier de l'approvisionnement local. Au CIS des Laurentides, on fait des évaluations de satisfaction auprès des résidents qui sont hébergés, puis on voit qu'il y a une demande d'avoir plus de légumes frais au niveau de nos menus. Par contre, c'est sûr qu'il faut réduire un petit peu les enjeux qu'on vit présentement, puis trouver des opportunités pour faire des partenariats. Je m'appelle Philippe Saint-Vincent, je suis chef de secteur au service alimentaire de l'hôpital de Saint-Jérôme, secteur production. Au secteur de Saint-Jérôme, nous servons 3000 repas par jour, 1000 déjeuners, 1000 dîners et 1000 soupers. Un des principaux enjeux d'introduire des légumes frais dans notre chaîne de production serait, dans le fond, de trouver des producteurs locaux en mesure de distribuer les produits à travers le territoire des Laurentides et à longueur d'année. Le principal avantage de servir des légumes frais précoupés à nos patients serait d'optimiser, dans le fond, la qualité organoleptique de nos recettes et aussi d'en améliorer l'apparence. Légumes frais beaucoup plus éclatants que les légumes congelés. Nous pourrions aussi optimiser nos modes de cuisson. Par exemple, c'est beaucoup plus difficile de faire caraméliser un oignon qui est gorgé d'eau versus un oignon frais. On constate sur le terrain qu'il y a de l'ouverture pour les légumes frais précoupés. Il s'agit juste d'adapter vraiment les menus surgelés vers le frais. Donc, c'est un service qu'on leur offre depuis tout récemment pour pouvoir les aider à augmenter leurs achats locaux, encore une fois. Alors, je m'appelle Étienne Huot, je suis professeur ici à l'ITHQ pour différents cours de cuisine au niveau collégial et je suis aussi chef consultant pour le Centre d'expertise de l'ITHQ. J'ai été approché un peu pour créer des recettes classiques d'institutions, puis leur donner une touche vraiment plus locale en utilisant des légumes racines précoupés dans ces recettes-là. Pour moi, c'est vraiment important, des recettes en institution, de leur apporter quelque chose de réconfortant. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'était, exemple, la soupe classique bœuf et orge. Mais nous, moi, je l'ai fait avec de l'avoine nue, des légumes racines, carottes, panais. J'ai fait une minestrone à la québécoise, mais avec des légumes racines. Pour ce qui est du processus de création, j'ai utilisé l'équipement classique, mais maintenant, pour être sûr de ne pas donner un cadeau empoisonné aux institutions, je vais vraiment faire un plus gros volume, puis utiliser les équipements de production massive, dans le fond, une grosse braisière, un gros steam pot, utiliser des fours rationnels pour pouvoir donner des recettes qui vont fonctionner dès la réception. Mon nom est Catherine Lessard, je suis directrice générale adjointe de l'Association des producteurs maraîchers du Québec. L'un des freins pour les producteurs maraîchers à vendre aux transformateurs qui, eux, vont vendre aux institutions publiques, c'est les volumes qui sont présentement demandés par les transformateurs, qui sont somme toute assez limités, compte tenu que la plupart des légumes qui sont achetés par les institutions publiques le sont sous forme surgelée, habituellement d'origine étrangère. On a fait, dans le cadre de notre collaboration avec la SNAC, une étude où est-ce qu'on évaluait quelle était la demande en légumes des institutions publiques versus quelle était l'offre disponible des producteurs maraîchers québécois. Et puis, pour les pommes de terre, les carottes et puis les oignons, on serait en mesure, sans problème, de fournir 100 de la demande. On en exporte une bonne partie. Peut-être qu'il va falloir un rééquilibrage aussi sur les marchés, mais il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ce qui se produit dans la province présentement.
On sent quand même une volonté, je dirais, du côté des transformateurs auxquels on a parlé là, dans le cadre de l'étude qu'on a réalisée. Du côté des producteurs, il y a une volonté à avancer là, puis mieux s'organiser. Tout ça dépend aussi de la volonté des institutions publiques à accroître les volumes et puis à les rendre plus réguliers. Je suis Catherine Lefebvre, copropriétaire des fermes maraîchers L&L, situées à Saint-Michel, en Montérégie-Ouest. On est producteur de betteraves, courges et choux. Le premier enjeu que je vois là, pour les producteurs québécois, c'est de savoir la demande pour après ça être capable de travailler avec le transformateur pour être capable d'offrir là, vraiment ce que les institutions ont besoin. Bien, notre plus grande peur en tant que producteur, là, je dirais, c'est de savoir où liquider le volume si le volume n'est pas constant dans le temps. Si on se fait donner des premiers volumes au début, puis qu'à un moment donné, ça change tout ça, bien nous, il faut être capable de repasser ces volumes-là, de les revendre sur le marché frais. Puis là, ça vient tout briser les marchés. Fait que c'est ça notre plus grande peur, c'est les volumes. Les légumes au Québec sont faits avec passion, avec amour. Ça leur donne une saveur, une qualité, une fraîcheur là, qu'on ne peut pas retrouver dans les autres produits là, qui ont parcouru des kilomètres et des kilomètres. Là. Donc, juste d'avoir la proximité avec vos légumes, là, ça fait que vous avez une qualité supérieure. On l'oublie parfois, mais je dirais au Québec, on a les normes agro-environnementales les plus élevées en Amérique du Nord au niveau de la salubrité, au niveau de l'environnement. Et puis, c'est important. Alors que quand on achète des produits surgelés de la Chine, de la Pologne ou ailleurs, on ne sait pas comment c'est produit, on ne sait pas sous quelles conditions ça a été fait. Alors qu'ici, on connaît nos fermes et puis on sait qu'elles travaillent bien. Pour que tous les acteurs travaillent ensemble, je pense qu'il manque une meilleure coordination. Par exemple, de s'assurer d'établir des contrats bien organisés entre les transformateurs et puis les producteurs. Puis de la même façon, que les transformateurs puissent savoir à l'avance combien ils vont vendre, à quel prix, puis à quel moment aux institutions publiques. Mais je pense que tout ça est possible à travailler puis que c'est un frein qui peut facilement être réglé là, au cours des prochaines années. L'agriculture est un milieu de passion. On est des gens passionnés, puis ce qui fait qu'on perdure dans ce métier-là, c'est de vouloir nourrir les gens. C'est sûr que ce serait une plus grande fierté là, de vendre 100 % de nos produits au Québec. Là. En tant que cuisinier, c'est sûr qu'il y a un sentiment d'appartenance et de fierté de cuisiner des légumes qui ont été cultivés tout près d'ici. De plus, on fait rouler l'économie du Québec, c'est quelque chose de valorisant en arrière de ça. On veut que les patients ou les résidents qui soient dans nos installations soient satisfaits de ce qui leur est servi. Et évidemment, on souhaite augmenter notre approvisionnement local et encourager les producteurs d'ici. On a créé plein de recettes, essayez-les. Puis, dans le fond, les essayer, c'est les adopter, j'ai l'impression. C'est le fun, elles sont goûteuses, elles sont quand même très simples d'exécution. Puis, s'il y a plusieurs institutions qui mangent local 3 fois par jour, bien, on sait tous la répercussion que ça pourrait avoir sur l'ensemble du Québec. Notre objectif, c'est qu'ensemble, on redonne un sens à l'alimentation de demain. Excellente vidéo de l'Association des producteurs maraîchers du Québec. Merci et ça met tellement bien la table pour la discussion que je m'apprête à débuter avec nos panélistes pour ce 3e bloc, panel qui s'intitule « L'intégration des légumes frais québécois, on a tous à y gagner ». Vous serez d'accord avec moi, il y en a été question d'ailleurs un peu dans la vidéo que l'achat d'aliments frais comme les légumes représente plusieurs défis, notamment la disponibilité variable tout au cours de l'année. Et ce sont évidemment des arguments parmi bien d'autres qui peuvent freiner beaucoup d'institutions à choisir ces produits-là plutôt que d'autres produits importés qui seraient disponibles à l'année. Mais j'ai avec moi 3 femmes extraordinaires, 3 panélistes qui vont nous montrer que c'est tout à fait possible d'inclure des légumes frais du Québec dans les menus de nos institutions et elles vont nous partager leurs trucs et expériences pour y arriver avec succès. Donc, je vous les présente sans plus tarder. Madame Anne Fleury, qui est la nouvelle directrice de l'organisme l'Aube Pôle Nourricier. Forte d'une solide expérience comme productrice maraîchère biologique, Anne s'intéresse depuis longtemps aux questions d'accessibilité à une alimentation locale, biologique et de saison. Bonjour Anne. Elle est accompagnée donc de Geneviève Dulude, qui est chef de service alimentation et services cliniques des équipes multidisciplinaires de l'Institut de cardiologie de Montréal.
Nutritionniste et docteur en nutrition, Geneviève a travaillé en enseignement, en recherche et en gestion d'un organisme communautaire en sécurité alimentaire avant de se consacrer pleinement à la gestion en centre hospitalier. Bonjour Geneviève. Bonjour à tous. Et nous avons aussi avec nous Lucie Lorrain, qui est agente de développement du projet Écolation pour l'Association québécoise de la garde scolaire. Lucie est également nutritionniste et elle travaille depuis 2017 à développer et mettre en œuvre des projets de promotion d'une alimentation saine et locale dans les écoles et des projets d'éducation alimentaire favorisant une relation positive avec la nourriture. Bonjour Lucie. Bonjour à tous. Alors, parlons légumes. J'aimerais commencer avec vous, Anne. Vous avez, non seulement vous êtes nouvellement en poste pour l'Aube Pôle nourricier, mais vous avez une expérience de longue date comme productrice maraîchère vous-même. Peut-être que, en fait, je me doute que pas toutes les personnes qui nous écoutent connaissent l'Aube Pôle nourricier. Donc, je vous inviterai d'abord à prendre quelques instants pour nous parler un peu de votre organisation. Oui, certainement. En fait, l'Aube, on est un pôle alimentaire qui est tout jeune. On est né en 2022. C'est né de la volonté des producteurs de l'ouest de l'île de Montréal de se regrouper pour avoir accès à des marchés qui sont difficilement accessibles pour les producteurs individuellement, soit le marché institutionnel. Puis de cette réflexion-là est née l'Aube, qui est, dans le fond, la mission de l'Aube, c'est de renforcer la résilience des fermes puis leur capacité opérationnelle dans le but de desservir des marchés de proximité puis démocratiser l'achat aux produits locaux et biologiques. Notre objectif ultime, c'est vraiment de réduire les inéquités d'accessibilité à une alimentation saine sur le territoire montréalais. Puis depuis la naissance de l'Aube, on a développé des partenariats autant dans le milieu hospitalier, auprès des CPE, des services alimentaires des écoles et aussi des organismes communautaires pour vraiment atteindre plusieurs sphères de la population. Merveilleux, super intéressant. Je comprends, vous avez déjà mentionné aussi zone de la grande région de Montréal. Vous opérez sur quel rayon en ce moment? Tous nos producteurs viennent d'un rayon de moins de 150 km de Montréal. On a plusieurs producteurs dans l'ouest de l'île et sinon un peu en Outaouais, Montérégie, mais tous assez proches de Montréal. Et on dessert des clients sur toute l'île. Merveilleux. Parlons un peu de défis ou d'enjeux pour fournir le secteur institutionnel. On regarde habituellement, souvent du côté des institutions, quels sont les défis. On a la chance de vous avoir avec nous comme productrice maraîchère. J'aimerais qu'on regarde votre côté de la médaille, votre réalité. Donc, pour les producteurs agricoles eux-mêmes, quels sont les principaux défis ou enjeux pour fournir les institutions du Québec en légumes frais? Au départ, on travaille beaucoup avec des petites fermes, donc on a eu des enjeux d'adaptation par rapport à la standardisation des produits. En ayant une douzaine de fermes avec nous, il faut que d'une ferme à l'autre, ce soit toujours constant. Fait qu'on a eu des défis à ce niveau-là. On a eu aussi des défis d'adaptation pour les formats. On s'entend que pour livrer dans un CPE ou dans un milieu hospitalier, c'est pas du tout les mêmes formats qui ont besoin, donc on a eu à s'adapter pour ça. On a aussi eu, c'est des points soulevés dans la vidéo qu'on vient de voir, d'arrimer la demande des institutions avec l'offre de nos producteurs. Ça demande beaucoup de planification et ça a été quand même un grand défi qu'on est encore en train de relever. Mais je pense que le plus grand défi, ça a été vraiment au niveau du prix. À l'Aube, on tient vraiment à avoir une juste valorisation du travail agricole pour le prix qu'on paye à nos fermiers. Puis c'est souvent un commentaire de nos acheteurs que les prix sont élevés pour les produits biologiques. Mais je pense qu'on est en train de développer toute une valeur ajoutée aussi à nos produits qui est la fraîcheur des produits qui sont récoltés dans les 24-48 heures avant la livraison. On nous nomme souvent la durée de conservation de nos produits qui est prolongée par rapport à d'autres grossistes puisque c'est tellement frais. Puis il n'y a pas eu de moment où comme la qualité a diminué dans l'entreposage. Puis aussi, il faut penser à tous les impacts positifs sur l'environnement, la santé des sols, la santé des cours d'eau, la biodiversité sur nos fermes bio. Fait que c'est toutes des valeurs ajoutées qui sont un peu en opposition, qui vont combler la valeur du prix qu'on charge pour nos légumes. Bon, justement, parlons avec Geneviève, qui est de l'Institut de cardiologie de Montréal, avec qui l'Aube collabore et que vous avez déjà un projet ensemble. On va revenir dans quelques instants sur la notion de prix parce que
ça fait toujours partie de l'équation, comme vous l'avez mentionné. Mais Geneviève, j'aimerais d'abord vous demander comment a débuté cette collaboration-là entre l'ICM et l'Aube pour le nourricier et comment s'est faite l'intégration de légumes frais du Québec dans vos menus? Dans un premier temps, moi, j'ai été contactée en 2021 par l'Aube. J'ai eu la très grande chance qu'on vienne à moi puis qu'on me propose cette belle folie-là. Donc, on a embarqué à coup sûr. Nous, on avait tenté les légumes biologiques précédemment. Les volumes faisaient qu'on avait du mal à les transformer parce qu'on avait des petits volumes de quelques légumes, alors que nous, ce qu'on a besoin, c'est vraiment un plus gros volume là, pour répondre à nos besoins quotidiens. Donc, en 2021, on a été approchés, on s'est engagé pour des quantités. Je vous dirais que la première année a été une année un peu de prudence de notre côté. Donc, l'intégration s'est faite par la porte la plus facile à ouvrir, c'est-à-dire en cafétéria, au comptoir à salade. Nous, on a de très grands consommateurs de salade en cafétéria. Donc, on savait que c'était une avenue facile qui allait ouvrir la porte à ce projet-là sans créer d'irritants. Puis d'année en année, on a augmenté nos quantités. On avait le souhait de démocratiser le légume biologique aussi, que les patients y aient aussi accès. Donc, on est à la 2e année où, en saison, nos patients ont consommé que de la mesclun biologique sur leur plateau repas. Donc, on est très heureux de pouvoir offrir ces légumes-là aussi à nos patients. Je vous dis prudence, là, parce que oui, des fois, ces légumes-là sont un petit peu plus dispendieux, mais comme disait Anne, la conservation allongée nous a permis d'avoir beaucoup moins de gaspillage, beaucoup moins de légumes flétris à parer ou à devoir mettre au rebut là, de par l'utilisation qui n'a pas été optimale. Donc, en faisant la chasse à ces gaspillages-là, puis en se rendant compte que ces légumes-là pouvaient avoir une durée de vie plus intéressante, être valorisés jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus et sans perte, nous a permis d'être confiants, d'augmenter nos quantités d'année en année. Pour vous donner une idée, là, la première année, on était autour de 700 kilos, puis on est à 1800 kilos cette année en légumes biologiques. Donc, ça a plus que doublé, là. On approche de tripler. Puis, parlant de fraîcheur, justement, est-ce que vous auriez un exemple à nous donner comparatif entre le même légume qui proviendrait d'ici versus autre chose que vous achetiez avant? La majorité des légumes ont une durée de conservation plus importante, mais ce qui nous a marqué, c'est vraiment les mesclun, les laitues qu'on achetait en mode traditionnel dans des sacs où rapidement, au bout de peut-être 4 jours, on voyait un peu d'eau de suintement, là, puis les feuilles de laitue imbibées dans les sacs. Avec les mesclun qu'on reçoit via l'Aube, on est capable de les garder 10 jours, puis il n'y a aucun flétrissement. On se rend rarement à 10 jours, mais c'est déjà arrivé, donc je peux confirmer qu'elles sont encore belles et croquantes. Et je tiens à mentionner qu'elles nous arrivent là, sans plastique, sans déchets, là, dans des bacs qu'on retourne. Donc, ça contribue aussi là, à cette fraîcheur-là. Ce n'est pas compacté dans des sacs stylo. Merveilleux, c'est définitivement plein de bons avantages. Reste que d'intégrer des légumes frais de saison, ça doit bien sûr demander une planification un peu particulière parce que c'est des produits qui entrent et sortent et qui sont temporaires. Comment vous y êtes arrivé à faire ce changement-là pour que ce soit fluide et naturel d'avoir ces nouveaux produits-là au menu? En fait, on a choisi de ne pas les intégrer à nos recettes de repas principaux parce qu'on ne voulait pas vivre l'irritant de tel aliment doit absolument rentrer parce qu'on doit le cuisiner tel jour. On ne voulait pas mettre cette pression-là sur nos collègues, les fermiers. Puis on ne voulait pas nous vivre dans cette insécurité-là de si le produit ne rentre pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a choisi de considérer le légume biologique comme un bijou d'à côté, un accessoire fantastique qu'on peut ajouter à l'assiette, confirmer quand il entre dans l'Institut. Donc, on a une équipe de cuisiniers, une technicienne en diététique, une nutritionniste et quelqu'un en gestion des menus qui se regroupent et dès que quelque chose entre, on a la capacité de faire entrer un bleuet du Québec pour dessert, une fraise du Québec, rapidement, on va la mettre au menu. On a cette capacité-là de par le fait qu'on est une petite équipe peut-être. Donc, on a la facilité de l'intégrer pas dans le mets principal, mais en légumes d'accompagnement quand c'est un légume frais, les tomates, les concombres, les céleris. Donc, on a la capacité de faire peu de transformation puis d'intégrer rapidement la fraîcheur de ces fruits et légumes-là au menu des patients.
Et l'équipe réagit comment? Ils trouvent ça, c'est un poids pour eux d'avoir cette nouvelle tâche-là ou au contraire, ça devient un défi qui les stimule? Au début, on avait des points d'interrogation. L'interrogation majeure était sur est-ce qu'on va nous demander de transformer plus? Donc, est-ce qu'on va avoir assez avec les ressources qu'on a déjà? Parce que nous, c'est un projet à zéro coût. Donc, est-ce que avec la main-d'œuvre qu'on a, on va être capable de transformer ce qu'on reçoit? Donc, on a fait des choix judicieux en fonction de chaque légume, qu'est-ce que ça demandait comme transformation, puis de ne pas faire livrer tous les légumes qui demandent le plus de transformation dans la même semaine. Donc, on a pris soin de nos équipes pour que ça soit bien vu. Puis on a fait circuler des sondages, puis vraiment, ce qui ressort de l'équipe des manipulateurs transformateurs à l'interne, c'est qu'ils ont une grande fierté de travailler ces légumes-là. Puis ils ont tendance à en prendre un petit peu plus soin parce qu'ils savent que ça vient du Québec, parce qu'ils savent que ça fait partie de ce beau projet-là des légumes biologiques qu'on essaie d'offrir à tous. Excellent. Écoutez, c'est super intéressant. Je mets notre conversation sur pause quelques instants pour pouvoir discuter un peu avec Lucie, puis on revient les trois ensemble dans quelques minutes. Lucie, de votre côté, vous portez un très beau projet qui porte un nom assez sympathique, Écollation, que peut-être pas tous nos auditeurs connaissent. Donc, j'aimerais d'abord vous laisser prendre quelques minutes pour nous parler de ce projet-là et nous le décrire brièvement. Qu'est-ce qu'est Écollation? En fait, Écollation, c'est un projet de distribution universelle de collations de fruits et de légumes frais qui s'offre dans les écoles primaires et secondaires du Québec. Et donc, les fruits et légumes sont offerts gratuitement aux élèves. Le projet vise à développer chez les jeunes l'habitude de manger des fruits et légumes, de collationner principalement avec des fruits et légumes et en même temps de réduire les inégalités sociales de santé. Il y a un volet développement durable également dans le projet et d'éducation alimentaire. Donc, Écollation a débuté sous la forme d'un projet pilote dans 24 écoles. On a sélectionné 6 régions, 24 écoles. En 2023, c'était plus de 1 million de collations de fruits et légumes frais qui avaient été offerts aux élèves durant l'année. Et bien sûr, le projet est coordonné par l'AQGS, l'Association québécoise de la garde scolaire. Et puis maintenant, on a le mandat de le déployer dans toutes les écoles du Québec qui le souhaitent. Par contre, les écoles doivent utiliser leur budget d'aide alimentaire maintenant pour offrir ces collations-là aux élèves. Et donc, le nombre de jours de collation va varier en fonction donc, du budget d'aide alimentaire. Et ce budget-là varie selon l'indice du seuil de faible revenu de chaque établissement et bien sûr du nombre d'élèves. Le projet peut être opéré à l'interne par l'école ou à l'externe par un partenaire qui peut être le traiteur de l'école, un organisme communautaire et autres. Très clair, merci. C'est vraiment, vraiment intéressant. J'aimerais savoir, on a une offre, une certaine diversité de fruits et légumes frais au Québec. J'imagine que le prix est un des critères donc, qui pesait dans la balance, mais de manière un peu plus globale, quels sont vos critères de sélection pour choisir quels produits ont été offerts dans les écoles pour ce programme-là? Au départ, il y a plusieurs critères, bien sûr. Il y avait celui d'offrir des fruits et des légumes le plus possible près de ce qui pourrait récolter et donc qui demande le moins de manipulation possible. Par exemple, un concombre libanais ou une carotte nantaise, elle va être que nettoyée. On va l'offrir de cette façon-là simplement aux élèves et puis ça fonctionne vraiment très, très bien. Un autre critère, ça serait évidemment l'achat local. Donc, l'année dernière, on s'est doté de cibles basées sur d'achat local basées un peu sur le programme d'accompagnement d'équitaire pour le projet de la ferme à l'école. Donc, on a établi qu'à l'automne, on recherche de l'achat québécois pour 80 à 90 d'achat québécois, donc de cible. Puis le reste de l'année scolaire, on va être plus dans le 40 surtout des fruits et des légumes de conservation ou des fruits et des légumes de serre.
Et puis, on a également intégré dans le guide de mise en œuvre des collations un fichier Excel pour aider justement les écoles à suivre leur budget, mais aussi à quantifier rapidement l'achat local. Super. Puis d'ailleurs, ça fait partie, c'est un des outils, mais vous en avez d'autres aussi qui sont disponibles sur la page web là, des collations. Il y a plein de ressources que vous avez développées pour aider les écoles à implanter ça, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Donc, il y a un guide de mise en œuvre qui est offert gratuitement. Il y a également une vidéo, des collations en action. Et donc, j'invite tout le monde à aller voir cette vidéo-là. Elle est vraiment très touchante et on voit vraiment que c'est très faisable d'implanter un projet comme ça dans les écoles. Puis, on constate que les élèves apprécient réellement ces collations-là. Ben, parlons justement des élèves parce que c'est eux les premiers à bénéficier de ce programme-là. Quelles ont été leurs réactions à l'arrivée de ces produits-là? Est-ce que vous leur dites que c'est des produits, des fruits et légumes du Québec, donc qui sont locaux, qui sont d'ici? Et c'est ça, leur réaction, leur appréciation jusqu'à présent? En fait, on laisse les enseignants faire la promotion des fruits et des légumes du Québec. Donc, c'est eux qui vont le mentionner aux élèves. Et puis, les enseignants, lors de l'évaluation du projet, ont mentionné que, évidemment, ils ont constaté une amélioration de la concentration des élèves qui prenaient une pause avec des fruits et des légumes, donc plein de nutriments. On a souvent tendance à penser que ça va être important d'offrir des galettes, des muffins, des trucs comme ça, mais on constate qu'à la collation, non, ça a vraiment un impact et ça complète vraiment bien l'apport nutritionnel des enfants. On constate chez les élèves aussi un apprentissage de partage et le goût des élèves s'est également développé au fur et à mesure du projet et leur appréhension face à des nouveaux fruits et légumes diminue parce qu'il y a un effet d'entraînement, étant donné que tous les élèves ont la même collation. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et un autre impact du projet, c'est que ça évite la discrimination. Tu sais, ils ont toutes la même collation, puis ça va rehausser le sentiment d'appartenance à l'école. On l'a beaucoup vu au niveau du secondaire. Les élèves disent, c'est la meilleure école, on apprécie vraiment d'avoir accès à ces fruits et légumes-là dans l'école. Puis d'ailleurs, j'ai souvent eu la remarque que quand on offrait des collations diverses aux élèves au secondaire, c'était toujours les fruits et légumes frais qui partaient en premier versus des barres granola, des trucs comme ça. Donc, les enfants apprécient vraiment ces collations-là. C'est très chouette, très, très intéressant. Je ne peux pas m'empêcher de vous demander, là, maintenant que le projet pilote est terminé, quelle est la suite pour Écollation? J'espère que tout ça tombera pas. Puis, comment est-ce que vous pouvez épauler les écoles qui souhaiteraient implanter un projet comme ça à l'intérieur de leur mur? Oui, en fait, on a le mandat d'épauler les écoles jusqu'en juin 2026. Et donc, on fait affaire, on contacte les partenaires locaux parce qu'on veut que ce soit un projet structurant qui va finir par se tenir tout seul au bout du compte. Et on souhaite justement, en regardant les systèmes alimentaires territoriaux, les partenaires locaux, implanter aussi un approvisionnement qui se tienne, qui soit davantage local et qui puisse rester dans l'école. Donc, ça, c'est la façon de travailler puis de promouvoir, diffuser le projet dans les différentes régions. On sait que ça varie d'une région à l'autre. Donc, c'est vraiment du travail de moine, là, de contacter chacune des régions et puis de compter sur ces partenaires-là pour pouvoir déployer le projet dans les écoles. Puis bien sûr qu'on a sensibilisé les écoles après à favoriser l'achat de fruits et légumes et davantage locaux versus d'autres achats d'aliments que les écoles pourraient faire à partir de leurs mesures d'aide alimentaire. Mm-hmm. Oui, vraiment, parce que je comprends bien qu'il y a comme deux grands objectifs à tout ça. D'abord, de faire manger plus de fruits et légumes aux élèves et tant qu'à faire, essayons de favoriser ce qui vient d'ici le plus possible. Donc, il y aura peut-être d'autres types de maillage avec l'Aube et autres organismes du genre. On va le souhaiter. Je vais commencer à jeter un œil donc aux questions qui nous sont envoyées par nos participants.
Une question de Maria Berou-Madero, qui est chargée de projet au pôle alimentaire régionaux coopératifs pour l'agriculture de proximité à Montréal. On vous demande, Geneviève, avez-vous pensé à intégrer des verdures d'hiver dans votre bar à salade? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ça fait partie des choses qu'on veut explorer aussi, là, faire le tour du calendrier avec des produits transformés, mais verdure d'hiver, pourquoi pas, mais aussi ce qui est transformé puis qui peut résister là, un certain temps, soit par la surgélation, la mise sous vide, le canage. On est ouvert aux différentes possibilités là, pour avoir du local à l'année. Merveilleux. Je peux faire du pouce là-dessus. Oui, bien sûr, Anne, allez-y. À partir de cette année, on va distribuer jusqu'à la fin décembre des produits et entre autres des verdures fraîches de nos producteurs qui ont dans des serres froides. Donc, c'est un besoin qui va être comblé là, dans un bref délai. Donc, ça va étirer la récolte jusqu'en décembre. Oui, c'est la première année qu'on étire la saison comme ça pour l'aube. Wow! Donc, ça veut dire que la période bon, j'allais dire morte, mais je n'aime pas utiliser ce mot-là, mais de dormance, je vais plutôt dire ça, devient relativement courte. Là, on parle d'à peu près 6 mois. Oui, puis probablement reprendre mars ou avril là, déjà avec d'autres verdures de serre. Fait que oui, on peut quand même fournir presque à l'année au Québec en institution avec nos produits locaux. Merveilleux. Merci beaucoup. Alex de chez Still Good nous demande s'il y a un partenariat quelconque qui existe entre Écolation et le Club des petits déjeuners. Oui, on est en train de développer ce partenariat-là. L'idée est de... en fait, c'est que les clubs des petits déjeuners, ils offrent déjà des fruits et des légumes dans leur déjeuner. Et donc, ce qu'on veut, c'est de compléter le déjeuner avec une collation différente, des variétés différentes de fruits et de légumes. Donc, pour faire encore là, découvrir et élargir le goût des enfants par rapport à ces fruits et légumes-là. Puis la collation, elle peut être offerte, oui, le matin, mais elle peut également être offerte en après-midi aux élèves. Excellent. Il y a Marie Fortin, qui est coordonnatrice de la coopérative Solidarité Nord Bio au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui voudrait revenir un peu sur les coûts des collations. Donc, qui paie pour les collations? Est-ce qu'il y a des subventions et qui va payer après juin 2026? Vous aviez déjà abordé un peu le sujet tout à l'heure, mais peut-être le préciser un peu plus. Depuis la fin du projet pilote 2023, les écoles payent à même leur budget, la collation. Et comme je l'expliquais, ça varie selon l'indice de seuil de faible revenu de l'école. Donc, je dirais que pour une école très défavorisée, elle peut offrir jusqu'à 3 collations par semaine, 3 jours de collation par semaine. Et puis souvent, les écoles vont compléter le budget par l'entremise de subventions. Il peut y avoir une tarification sociale éventuellement de charge aux parents dans des écoles qui peuvent être peut-être plus favorisées. Il y a différents dons qui peuvent être allés chercher de différents, justement, fermiers. Il y a différentes façons qu'on est en train de regarder, là. Donc, c'est comme ça que les écoles payent. Voilà. Parfait. Et peut-être une question aussi que j'aurais envie de vous adresser à toutes les trois. On n'a pas trop parlé de l'approvisionnement comme tel, le trait d'union pour recevoir les produits chez vous. Lorsqu'on s'est rencontrés en pré-entrevue, vous m'aviez mentionné toutes les trois utiliser les services de la plateforme Arrivage pour vos approvisionnements en légumes frais du Québec. Diriez-vous que c'est un outil à considérer systématiquement ou du moins de manière sérieuse pour faciliter vos achats? Est-ce que c'est un élément clé de la réussite de vos projets respectifs? Anne? Pour nous, oui, parce que la plateforme Arrivage nous permet de mettre sous un même toit l'offre d'une douzaine de producteurs. Puis ça permet après à nos acheteurs d'avoir un bon de commande, une seule facturation pour avoir accès à tous nos producteurs. Fait que c'est vraiment facilitant parce qu'en milieu institutionnel, je pense pas qu'il y aurait le temps nécessaire pour commander à 12 endroits différents. Ça serait beaucoup trop long. En regroupant tout sur un même toit avec Arrivage, c'est facilitant pour nous, mais je crois que c'est facilitant aussi pour les institutions qui font affaire avec nous. Geneviève, est-ce que vous corroborez?
Ben, en fait, je dois dire qu'au début, pour nous, ce n'était pas nécessairement un avantage parce que nos commandes passent par GRM. Donc, c'est un logiciel qui est lié à nos collègues aux approvisionnements et les commandes se font et se paient par ce logiciel-là. Donc, d'être avec Arrivage au début, on s'est dit, bon, on se complique un peu la tâche pour les commandes, mais finalement, on a fait contre mauvaise fortune bon cœur. On a rendu disponible le logiciel Arrivage sur le cellulaire en cuisine du chef cuisinier qui peut maintenant lui-même passer sa commande, regarde dans le frigo qu'est-ce qu'il y a, regarde ses recettes et peut essayer des choses, regarder avec l'employé qui fait les salades du bar à salade, lui demander ce qu'il a le goût d'essayer. Donc, il y a une gestion qui est faite vraiment plus par le terrain puis par les manipulateurs de choisir eux-mêmes ce qu'ils ont envie d'avoir comme commande. Donc, je pense que ça fait partie aussi du plaisir qu'ils ont à les transformer parce qu'ils les ont choisis. J'ajouterais aussi que Arrivage nous met en relation avec d'autres fermes qui ne font pas nécessairement partie du programme de l'Aube, mais qui ont des surplus à écouler. Donc, on a acheté par le passé aussi, on a eu accès à des asperges, des maïs, donc des choses qui ont aidé des producteurs qui avaient un surplus et qui ne savaient plus comment les écouler puis quand même récolter de l'argent en échange. Très intéressant, merci. Puis Lucie, de votre côté, Collation, vous bénéficiez aussi des services d'Arrivage? Oui, ben en fait, c'est un projet qui est en développement depuis cet été. Donc, c'est une volonté de l'école, c'est également une volonté, un objectif du projet de favoriser l'achat en circuit court, d'acheter auprès de fermes. Jusqu'à présent, ça a peu, dans une école seulement des projets pilotes, ça a été possible. Et donc, je trouvais que Arrivage, c'était vraiment une opportunité en or là, pour pouvoir aider les écoles à acheter des fermes. Puis là, bon, on a diffusé cette option-là aux écoles. Il y a eu quand même 64 écoles qui se sont inscrites sur la plateforme Arrivage. Par contre, peu d'achats. Donc là, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait, c'était difficile pour le moment pour les écoles de cibler ce qu'ils cherchaient. C'était plus ou moins clair. Donc, on a eu une collaboration avec l'Aube, justement, pour mieux cibler les produits qui correspondent aux besoins de collation des écoles et peut-être à d'autres besoins, là, des citrouilles, des trucs pour des ateliers culinaires. Et puis, donc, on envoie cette liste de produits-là aux écoles qui se sont inscrites sur la plateforme. Donc, on est vraiment en train de développer ce projet-là dans les différentes régions. Merveilleux. Ben, écoutez, on arrive au bout de notre temps. Je vous demanderais peut-être rapidement et clair avant de conclure comment vous envisagez la suite. Geneviève, est-ce qu'on veut encore plus de produits bio frais au menu de l'ICM? Évidemment, je pense qu'on ne peut plus retourner en arrière. Les clients sont au rendez-vous et nous le demandent. Donc, on va augmenter, on va poursuivre l'augmentation. Génial. Anne, de votre côté, avec l'Aube, pour le moment, vous avez votre rayon et on comprend pourquoi il y a un rayon de gérer la fraîcheur et tout ça. Idée, intention de déployer un modèle similaire ailleurs au Québec pour que ça puisse se répliquer dans d'autres régions? Bien, certainement, on est prêt à collaborer avec d'autres régions s'ils veulent monter un modèle similaire. Pour l'Aube, il y a encore beaucoup de place sur l'île de Montréal, puis l'ICM est vraiment un beau modèle à suivre qu'on pourrait reproduire dans d'autres milieux hospitaliers pour les encourager à acheter plus local et biologique. Merveilleux. Puis Lucie, de votre côté, avez-vous des objectifs d'école, d'un nombre d'écoles que vous visez pour la suite et continuer de faire fleurir les collations? Oui, en fait, dans le cadre du plan d'action interministériel de la PGPNS qui finance les collations, on nous a demandé de viser 20 nouvelles écoles d'ici juin 2026. Et donc, on souhaite, comme je le disais, mettre en place ce qu'il faut pour que ça puisse être durable, ces projets-là, là, dans les écoles qui vont avoir levé la main. Merveilleux. Bien, écoutez, merci infiniment à vous trois. C'était super intéressant. J'espère que ça aura inspiré bien des milieux à considérer maintenant les légumes frais du Québec dans les menus. Merci encore infiniment pour votre présence ce matin.